ça qui ne se fait pas chez nous. Les populations elles-mêmes ne peuvent pas. Les populations payent les impôts. C'est pour que l'État utilise ces impôts-là pour financer l'effort de sécurité, pour financer la recherche agricole, pour financer les universités qui font l'agriculture, pour financer l'éducation, pour financer la santé. C'est ce qui ne se fait pas. Donc moi je suis convaincu, je vous le dis encore, vous avez les discours, certains disent que je suis conservateur, mais moi je l'assume. Les femmes, les jeunes, même récemment dans nos débats politiques, pendant qu'on faisait le soulèvement, il y en a qui ont dit non, maintenant c'est le tour des jeunes. Personnellement, je vous le dis, c'est un discours avec quoi je ne suis pas d'accord. Et je vais vous expliquer. Dans les grandes nations que vous voyez là, si ce n'est pas de façon exceptionnelle, vous ne verrez jamais un jeune qui vient à la tête d'un État. Les États-Unis, la Chine et autres là. C'est après avoir fait ses preuves sur le plan des études, sur le plan professionnel, qu'on prend le risque de te mettre à la tête de l'État. Mais chez nous, vous trouvez des gens, premier emploi ministre, premier emploi président. Mais il va aller où? Il va aller où? J'ai dit aux gens, vous avez des cas aux États-Unis, Obama est devenu président, Kennedy est devenu président à 40-35 ans. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes. Ils ont des qualités intrinsèques. Ce n'est pas la qualité des jeunes qui les a amenés là-bas. Sinon, quand vous enlevez ces deux-là, tous les restes, c'est des gens qui ont 60, 70 ans et plus. Parce qu'il faut accumuler l'expérience ou que vous ayez une capacité intrinsèque, des qualités exceptionnelles qui comptent que vous en imposez à ceux qui ont l'expérience ou bien ils vous suivent. Obama, c'est parce que toute la classe politique expérimentée de gauche s'est rendu compte à un moment, pour appréhender le pouvoir, ils ont besoin des qualités de ce monsieur. Ils se sont mis derrière lui. Macron n'est pas devenu président de la France parce qu'il est jeune. Il est devenu président de la France parce qu'à un moment donné, le capital financier international s'est dit, ce jeune, il a des qualités qui font qu'il faut qu'on ait à la tête de l'État. Ils ont monté les stratégies, il a quitté les banques, on l'a mis à côté du président, on l'a fait de lui ministre. Après, on a disqualifié tout le reste de la classe politique pour le porter à la tête de l'État. Mais au Mali, vous trouvez des gens, oui, nous sommes des jeunes, notre tour est arrivé, tournant générationnel. Mais ce n'est pas de la rotation. Je dis, l'alternance, ce n'est pas de la rotation. On ne tourne pas les jeunes, c'est la valeur intrinsèque. Il y a des jeunes qui nous ont dit récemment, oui, c'est parce que les anciens là ont tous échoué, il faut des jeunes maintenant. J'ai dit, mais faites attention. Nous, on s'est levé contre le régime, certains, il peut y avoir des partisans du régime, mais je m'explique seulement. L'un des problèmes, on a dit la corruption. Mais les grands dossiers de l'État malien qui ont cristallisé les frustrations, c'est les grands dossiers de corruption. Le premier, c'est la corruption dans l'armée, dès septembre 2013. Mais qui était Premier ministre? C'était un jeune. Après, on a eu l'affaire de l'avion présidentiel et de Kidal. C'est des jeunes qui étaient au pouvoir. Tous les grands détournements dans l'armée, les grands détournements dans les grands services, ceux qui sont dans les postes là, mais ce sont des jeunes. Donc ça ne donne pas de... Tu peux être jeune et compétent. Je suis venu à la question des femmes. Christine Lagarde n'est pas à la tête de la Banque mondiale parce que c'est une femme. C'est parce qu'elle a de compétences intrinsèques. La dame qui est vice-présidente des États-Unis, c'est pas parce qu'elle est une femme. Il l'a pris après parce que c'est une femme compétente. Donc le genre, ça... Mais elle a d'abord ses qualités intrinsèques. Mais chez nous, on vient... Parce que quand vous posez le problème de cette façon, il faut des jeunes ou des femmes. Ce n'est pas les femmes compétentes, ce n'est pas les jeunes compétents. Parce que généralement, ils sont modestes. C'est ceux qui font le matu-vu, qui font du tapage, qui insultent, qui crient dans les... On l'appelle pour le faire taire. Et ça donne un mauvais exemple. Ou ceux qui utilisent la violence. On les appelle. Il y a plein de gens qui sont venus aux responsabilités parce qu'ils insultent le président. Parce qu'ils sont dans les réseaux, ils sont dans les médias, ils l'insultent. Hop, on l'amène, on le nomme quelque part. Mais c'était un mauvais exemple. Or, tout ça, ça participe de la formation, de la conscientisation des jeunes. Il faut que les jeunes, on l'éduque par l'exemple aussi.
quels sont les gens qui occupent des responsabilités au Mali. Parce qu'on a vu, dans tout leur parcours, ils ont donné l'exemple. Il y en a très peu. C'est les relations de famille, ou bien tu es un effronté, tu cries, tu insultes, on te remarque, on t'amène, tu prends les armes, tu tues des gens, on t'amène, on dit de prendre l'argent, il faut arrêter de tuer. Ça, c'est l'État. C'est pourquoi je suis convaincu, je continue de dire que le leadership, c'est ça qui imprime à une nation sa marche. À tous les grands tournants de l'histoire de tous les grands peuples, c'est un groupe d'hommes ou un homme qui se sont organisés, qui ont pris conscience et qui ont pris le cap. Ils ont à marche forcée, le reste de la société les a suivis. Ce n'est pas toute la société qui s'élève un jour pour dire oui, nous on a pris conscience, on va dans le sens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un groupe d'hommes ou un homme qui s'assoit, il trouve des gens, c'est eux qui fixent le cap. Quand l'armée française a été battue en 1940, toute l'armée a baissé les bras. Il y a eu quelqu'un qui a désobéi. Dans le règlement militaire, on allait le prendre pour un traître parce qu'il a déserté. Il est allé, des gens se sont retrouvés autour de lui, ils ont dit non, ils ont travaillé sur l'espoir. Quand ils ont repris le pouvoir, vous savez en France, après la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, au moment où le pays a été... Tous les ministres ont fui avec leur famille, partaient au sud. L'État, c'était la débandade. Quand ils ont repris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ce qu'on appelle un gouvernement, chez nous maintenant, d'union nationale. Là, je ne me rappelle pas du terme qu'ils ont donné. Des missions. La première mission, c'est sécuriser leur pays. Détruire toutes les portes de résistance des nazis. La deuxième mission, c'est nourrir leur population. La troisième mission, c'est développer les... Parce que les patriotes, c'est dans tous les courants. C'est pourquoi le faux débat qu'il y a au Mali, je suis du mouvement démocratique, je suis partisan de Modibo, je suis d'Alpha Oumar Koné. Les gens qui entretiennent ce débat, c'est les médiocres et qui empêchent d'avancer. Sous Modibo, il y avait des voleurs. Sous Moussa Traoré, il y avait des voleurs. Sous Alpha, mais sous Modibo, il y avait des patriotes. Il y avait des patriotes sous Moussa Traoré, il y avait des patriotes sous Alpha Oumar Koné, il y avait des patriotes sous ATT. Donc c'est le patriotisme aujourd'hui qui doit être l'élément fondamental d'appréciation autour duquel les gens doivent s'unir. Le deuxième critère, c'est la compétence. Ce n'est pas être jeune, être du nord ou du sud. Tu peux être du nord, être compétent pour faire face aux questions agricoles. Tu peux venir de Kidal où on ne développe pas l'agriculture. Tu es compétent pour diriger le département de l'agriculture. Le patriotisme, la compétence, voilà les deux lesquels aujourd'hui le leadership doit marcher. Je vais vous donner un exemple. Une fois, quelqu'un m'a interrogé. Il dit dans mes fonctions de ministre, quand une question m'est posée, une question vient surtout de l'extérieur, je me pose toujours 3 questions. La première question, est-ce que ce problème-là, en le résolvant de telle façon, est-ce que fondamentalement, ça va dans l'intérêt du pays? Quand la réponse est non, je ne bouge plus d'un iota. Quand c'est oui, je pose la deuxième question. Est-ce que le pouvoir en place auquel le peuple a fait confiance, au nom duquel je suis dans cette responsabilité, est-ce que la résolution de cette question déstabilise ou stabilise ce pouvoir? Si ça le stabilise, je l'ajoute à la première réponse, je continue. S'il y a interrogation, je vais discuter avec celui à qui le peuple a confié ce pouvoir, en disant voilà les alternatives qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait? Et je le convainc qu'il faut aller dans tel ou tel sens. C'est lui le décideur. S'il dit de ne pas le faire, vous avez le choix entre vous partez ou bien vous continuez. Vous pouvez vous dire non, je laisse passer cette fois-ci, je continue. Ce n'est qu'après avoir eu les réponses posées à ces questions qu'on vient se poser quel prestige, qu'est-ce que en ce qui vous concerne. Mais chez nous, souvent, c'est l'inverse que les gens posent. Les gens viennent, ils posent un problème à un responsable. La première des choses qui se posent, qu'est-ce que lui gagne là-dedans? C'est en fonction de ça qu'il continue même à recevoir ses interlocuteurs. Après, il va venir, il fait du bruit dans les médias. Moi, je suis un jeune, moi, j'ai monté sur les barricades, moi, j'étais dans les marches du M5, moi, j'étais le 26 mars dans la rue, donc je suis compétent. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous croyez que dans le M5, là, tous les gens qui ont marché là, c'était pour le changement? Mais on a eu le temps de savoir que tout le monde n'était pas là pour le changement.
Mais quand il fallait partir IBK, il fallait avoir tout le monde pour dire qu'il faut qu'il parte. Mais tous ceux qui manifestaient, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Ils cherchaient juste à être dans des positions confortables. Dès qu'IBK est parti, on a vu la preuve. Donc, je reviens sur ça en permanence. Les gens peut-être ne sont pas convaincus. Je ne crois pas que la jeunesse comme telle, elle-même, va assurer la sécurité des populations. S'il n'y a pas derrière la main de l'État qui l'organise, qui oriente, qui crée les conditions. Et le rôle de la jeunesse, c'est d'arrêter de voter pour des gens parce qu'ils vous amènent du sucre, du thé, du lait. Ça, c'est la première des choses des jeunes. La première arme qu'une population a, son fusil, c'est son bulletin de vote. Est-ce qu'il y en a mais conscience quand il y a les élections, les jeunes vont voter pour celui qui les convainc ou celui qui donne de l'argent? C'est ça la question. Au nord, quand il y a un problème, il y a beaucoup de groupes de jeunes, on sait comment ça se passe. On prend des enveloppes à Bamako, des gens portent leurs grands boubous ou bien leurs vestes, ils descendent à Gao, ils sont bien parfumés. Les familles, les notables, les Céciles. Après avoir fait tout le tour, on dit aux jeunes, vraiment, vous les jeunes, calmez le jeu, vraiment ça suffit. Bon, les plus grands récalcitrants, on les appelle à côté le soir, bon, vous organisez une petite soirée dansante, ou bien on vous organise. Et puis l'affaire est enterrée comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, la jeunesse doit pouvoir dire non souvent quand elle sait que ce n'est pas dans son intérêt. Ça ne se fait pas. Je donne un exemple. Quand on a installé les fameuses autorités intérimaires, les populations se sont soulevées à Gao, elles étaient dans leurs droits. Les forces de l'ordre qui n'ont pas pu faire face aux groupes armés terroristes sont venus tirer sur la population. Il y a eu des morts. Mais qu'est-ce que il n'y a eu aucune suite. Des gens ont quitté Bamako, ils sont allés avec des enveloppes et l'affaire a été enterrée, on les a enterrés. Et puis l'affaire des autorités intérimaires a passé comme lettre à la poste. Alors qu'il suffisait de résister pour que ça fasse tache d'huile. Voilà, moi je pense le rôle de la jeunesse. Quand il y a des choses injustes là, il ne faut pas qu'on vienne vous corrompre pour que vous acceptez. Quand il y a des élections, votez pour ceux qui réellement vous pensez, qui vous convainquent et non pas ceux qui vous donnent de l'argent. Ça vaut mieux que l'organisation des séminaires, des fêtes. Les fêtes là n'apportent rien. Combien de réunions il y a eu sur la réconciliation? Vous n'avez pas eu récemment quand il a fait de Farabougou? Pendant qu'on tue les gens là-bas, on voit à la télé qu'il y a une grande réunion à Nyono des notables, des notabilités pour le retour de la paix et la réconciliation. On envoie 3 ministres. Les gens sont à Nyono, on est en train de tuer les gens à 10 km là. La moitié des gens qui étaient dans la salle, ils ont quitté Bamako. Et ils n'ont aucun problème de sécurité. Ils sont allés dans les V8, ils sont bien, ils mangent là-bas, ils retournent le lendemain. Et on dit qu'on a résolu le problème. On est dans la communication. Parce que je pense qu'un problème, on le résout et on communique là-dessus. Chez nous, on veut que la communication remplace l'action. Quand vous regardez, c'est ce que les gens font ici. On passe le temps à communiquer au lieu de résoudre les problèmes. Et on finit par être rattrapé par le fait que les problèmes ne sont pas résolus. Donc ça, vraiment, c'est ma conception. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je ne crois pas que la jeunesse comme telle peut s'occuper de sécurité. C'est la mission de l'État qui doit créer les conditions de compréhension du problème, de mobilisation, de conscientisation et de passage à l'action des jeunes, sous quelque forme que ce soit. Même les ONG que vous voyez là, les organisations non gouvernementales, il n'y a que chez nous qu'on croit qu'il n'y a pas de gouvernement derrière. Les pays d'où ils viennent là, les ONG ne font pas ce qu'ils veulent chez eux. La plupart des ONG qui sont, ils viennent des grands pays développés là. Chez eux là, ce n'est pas les ONG qui dictent à l'État là où il faut investir. Mais il y a des stratégies de délégitimation de nos États qui sont bien organisées. S'il n'y a pas un leadership en face pour comprendre que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire, mais ça ne marche pas. Vous avez dans la réglementation, par exemple, les ONG doivent justifier d'où viennent leurs fonds, comment ils les utilisent, déposer un bilan chaque année. Mais quand le ministre de l'administration a voulu faire ça, il y a eu un tollé tel que le lendemain, on lui a dit de laisser cette affaire. Mais dans les pays développés, ça ne se fait pas. Il n'y aura aucune ONG aux États-Unis, en France, en Russie, qui ne va pas déposer chaque année son bilan.
chez nous, ça ne se fait pas. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des organisations qui font des enveloppes tous les mois. Ils appellent des chefs de fraction dans les capitales des cercles, on leur donne l'argent, vous retournez. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Ils ne savent pas. D'où vient cet argent? Personne ne sait. Les gens prennent, ils sont contents. Mais il y a des États organisés à des milliers de kilomètres qui ont un agenda de délégitimation de l'État. Pour que les citoyens en arrivent à se dire qu'ils n'ont rien à voir avec leur État là. Il vaut mieux s'entendre avec les ONG, avec les pays d'où viennent les ONG. Mais tout ça, la population ne peut pas le comprendre. Les jeunes ne peuvent pas. C'est le leadership. C'est la direction du pays qui doit comprendre et encadrer tout ça. Vous avez... bon, j'ai répondu à la question du mouvement Gandakoui. Moi, j'ai une idée très claire. À un moment donné de l'histoire du Mali, il y avait une nécessité. Le mouvement a été créé dans les conditions que l'on sait. À un moment donné, l'État a estimé que la mission historique est terminée. Ils ont pris certains, on leur a donné des places. Il y a des combattants qui ont été jetés au bord de la route. Il y a des gens qui n'ont jamais été des combattants. Ils étaient ici à Bamako, ils ont mis leurs enfants, on a arrangé les choses, terminé, la page est tournée. C'est ça la vérité. C'est la même chose que dans les mouvements armés. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Même dans les intégrations, ce n'est pas toujours les combattants qui ont droit qui intègrent. Quand on intègre souvent, comme je dis, ceux qui se sacrifient pour le mal. Regardez la répartition des pouvoirs, des avantages, des influences au niveau de l'État. Les mouvements qui sont réellement patriotiques, qui se battent pour le Mali, eux, dans les réunions, on ne leur donne même pas la parole. Ou bien quand ils parlent, on ne les écoute pas. Mais celui qui défie l'État, c'est que beaucoup ont compris maintenant que pour être valorisé, là, il faut défier l'État. Donc petit à petit, les mouvements vont se scinder, ceux qui défient l'État vont se... Et finalement, à un moment donné, personne ne va défendre l'État. L'État lui-même ne sait pas se défendre, c'est la débandade partout. Et les gens vont arriver à la conclusion qu'il est plus payant de défier l'État malien, d'être contre l'État malien, de travailler contre l'État malien. C'est plus payant pour des intérêts personnels que d'être avec l'État. Celui qui est au courant des choses, moi je le sais parce que j'ai eu quand même des responsabilités où j'ai vu comment les choses se passent. Bon, quand cet État vient dire qu'il finance des grands rassemblements pour la réconciliation, et vous verrez que les ONG, les organisations internationales, elles sont toujours prêtes à financer ce genre de forums. Les gens mangent bien, ils font la fête, ils font les discours, ils rentrent le lendemain, il n'y a plus rien. Mais entre-temps, ils font des rapports, ils envoient dans leur pays pour dire que l'argent a été utilisé pour ça. Quel est le résultat? On ne le sait pas. Il a demandé pourquoi les rebelles ne sont jamais dans l'opposition. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas dans l'opposition. Ils ont pris le pouvoir pour avoir des avantages indus, pour avoir la considération indue, pour avoir les pouvoirs indus. Et donc chaque fois que le pouvoir change de main, ils sont avec lui. Et comme les pouvoirs à Bamako ne cherchent pas à savoir est-ce que cela est avec moi pour une bonne cause ou une mauvaise, pourvu qu'ils soient avec moi, bon, le pouvoir de Bamako fait son jeu. Fait le jeu. Donc ça c'est, je pense qu'on n'a même pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre pourquoi les rebelles ne sont jamais dans l'opposition. Mais vous-même à leur place, moi-même à leur place, on allait faire le même jeu. Je vous ai dit qu'au nord, depuis la Deuxième République, quand vous partez dans le sud du Mali, les députés, les conseillers et autres, mais la majorité, c'est des gens qui ont changé complètement. Mais au nord, il y a quelques nouveaux élus, des nouveaux maires, des nouveaux députés, mais il y a des têtes qui sont là depuis 40 ans. Personne ne les a, quelle que soit la fois, le pouvoir vient par coup d'État, il est élu et ils sont là. Le pouvoir est renversé, ils sont là. Mais pourquoi? Il faut quand même se poser des questions. Donc les gens ont compris qu'il faut être toujours avec le pouvoir pour régler ses affaires. Et à Bamako, quand tu es avec le pouvoir, on ne cherche pas à savoir si tu fais bien ou mal, pourvu que tu sois avec le pouvoir. De mon point de vue, c'est ça l'explication. Bon. Et Abdul Malik a demandé les injustices, dit comment les résoudre pour aboutir à la sécurisation. Il y a trop d'injustices. Je ne dis pas qu'il faut résoudre le tout en même temps.
Par exemple, moi je vois la commission Vérité et Réconciliation. Aujourd'hui, je devais être à une séance là-bas. Comme j'avais donné de longue date mon accord pour être ici, j'ai été obligé de déléguer 2 ou 3 autres personnes de mon parti pour aller. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité d'abord. Les exactions qu'il y a eu sous les différentes rébellions, il faut le dire. Je dis par exemple les exactions que les Touaregs ont subies, c'est un tabou dans le discours politique malien. Personne ne l'assume. Moi, je suis le seul qui le dit, mais on a été dire aux Touaregs que je suis leur ennemi, parce que je dis que ceux-ci n'ont pas raison. Ils ne peuvent pas utiliser ça pour venir tuer des Soraïs au bord du fleuve. Et je dis que les rébellions, il y a des puissances étrangères qui sont derrière, dont l'agenda c'est de diviser le Mali. D'avoir des dirigeants faibles, qui ne sont pas suffisamment patriotes ou qui ne comprennent pas, pour les manipuler à chaque étape. Quand un dirigeant il fait avancer le processus de partition d'un pas, quand lui il quitte un autre vie, on va arriver à un moment, quelle que soit ta volonté, tu ne peux pas revenir en arrière. Mais c'est ça l'agenda aujourd'hui. Donc, il faut d'abord qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête de faire la prime à la rébellion. Il faut que les gens arrivent à se dire, quand tu fais le jeu de l'État, c'est profitable pour toi. Quand tu es un patriote, tu es récompensé. Quand tu es contre l'État, même si on te pardonne, tu passes par des étapes pour qu'on efface les crimes. Mais on ne peut pas te prendre hier seulement, tu es en train de tuer les gens que tu as tués, un d'entre eux qui est sauvé, vous vous retrouvez avec lui chez le pouvoir. Lui là qui a failli mourir pour le mal, on lui dit il faut attendre d'abord. On va parler avec celui qui a les armes d'abord. Il sort avec des sacs d'argent, il sort avec des nominations, avec des honneurs. Bon, toi tu viens, on te dit, bon tu sais, le pays a trop de problèmes, il faut attendre. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, les hommes souvent c'est leurs intérêts qui les guident. À ce niveau-là, les gens n'ont pas une grande conscience patriotique. Ils finissent par se dire, bon c'est plus avantageux pour moi vraiment de faire ça que de continuer à défendre un État qui ne me reconnaît même pas. Donc je dis, dire la vérité, avoir un esprit de justice, ne pas faire la prime à l'insubordination, à la rébellion, et être juste. Et que les leaders donnent l'exemple. Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas alors convaincu que dans les régions du Nord, quand les élections arrivent, les jeunes votent pour ceux qui réellement, intrinsèquement sont sérieux. Même si quelqu'un est impliqué dans les ventes de drogue, d'alcool, de vagabondage, là, s'il a l'argent, les élections viennent, là, les jeunes vont se mobiliser derrière lui. Quand ça, c'est ça, là, vous n'aurez rien, vous allez faire des discours, ça ne va rien régler. Si vous vous mobilisez pour mettre quelqu'un, les gens savent que vous l'avez mis. S'il ne marche pas, vous mobilisez, même en cours de mandat, vous dites de le renvoyer. Parce que ça, c'est un droit que le peuple a. Ou vous attendez les élections, vous le renvoyez. Après 2 générations, les gens vont commencer à dire il faut faire attention. Si je ne fais pas ce que le peuple veut, je ne peux pas être à mon poste. Parce que ce n'est pas chez nous. Chez nous, ce n'est pas comme ça. On est arrivé à ce qu'on appelle la démocratie à l'occidental en même temps que les pays d'Europe de l'Est, dans les années 89. Il y a eu plusieurs alternances là-bas. Les sociétés ont progressé. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu d'alternance, il y a eu la rotation. Ça fait lire les gens ici. Chez nous, il n'y a jamais eu d'alternance au pouvoir. Il y a eu de la rotation. C'est-à-dire un chef d'État est là, avant de partir, il met quelqu'un à sa place. Ça, ce n'est pas l'alternance. Parce que c'est le même système qui va continuer. Et c'est ancré dans la tête des Maliens. Même maintenant, vous entendez les gens dire, ah, il ne faut pas vous opposer à la transition, parce qu'aux élections, ils vont mettre celui qui veut à la tête de l'État et vous allez perdre. Ça veut dire que les gens ne croient pas au processus démocratique. En Europe de l'Est, les premières années, ils ont renvoyé les communistes des pouvoirs partout. 5 ans après, les communistes sont organisés, ils sont revenus. Après, on les a renvoyés. Donc, au fil du temps, la société s'est démocratique. Mais chez nous, ce n'est pas la même, c'est les mêmes personnes. Aujourd'hui, quand vous entendez dire tel parti est puissant, c'est un grand parti. Mais il est grand quoi? Vous allez trouver que tous ces partis, ils ont eu l'appareil d'État à un moment donné. Ils ont utilisé l'appareil d'État, les moyens de l'État, l'influence de l'État pour acheter une clientèle. C'est ce qui fait qu'ils sont grands. Donc, je crois que j'ai terminé la jeunesse.
doit exiger, se mobiliser pour exiger que l'État assume ses responsabilités. La jeunesse doit être consciente, elle doit être active. La jeunesse doit avoir la grande capacité de discernement pour faire la part entre le vrai et le faux. Vous avez la chance d'être instruit, donc c'est à vous de faire la différence. Ce n'est pas le jeune paysan, c'est vous qui devez les orienter quand les élections arrivent. Et je termine par Adamou Konaré, Touré, disons. Elle a fait beaucoup plus de commentaires que de poser des questions. Il y a le représentant du ministre de l'Emploi qui dit des solutions concrètes qu'il a développées. Les solutions concrètes, il faut que l'État donne l'exemple. Les jeunes, de façon informe comme ça, vont parler, mais il ne peut pas régler les problèmes. Il ne peut pas. Voilà ce que je pense de ces questions. Si je n'ai pas répondu à cette... D'autres, c'est des commentaires. Par exemple, l'intervention de Yassine, il y a beaucoup plus c'est des contributions. Je pense que les jeunes ont très bien enregistré. Il a donné l'exemple de la SEMA. Bon, que la jeunesse est disciplinée, ils suivent. C'est un commentaire. Et il a dit que les personnes ne vont construire la Gao à la place des ressortissants du Nord. Bon, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais je continue de dire encore. Je vais le dire jusqu'à ce que vous soyez fatigués de ça. Je vous jure, vous ne trouvez aucun pays qui est sorti des difficultés sans que le leadership qu'il faut n'a pas été à la tête de ce pays. Le Rwanda, c'est l'exemple que tout le monde donne. C'est un pays, c'était le chaos total. Ils ont eu un leadership qui les a sortis, on donne l'exemple. La police était corrompue là-bas, comme dans tous les pays. Quand il est venu, les premiers policiers qui ont pris l'argent avec les gens, on les a renvoyés. Quand ils ont fait la grève, il les a tous radiés. On a recruté des jeunes qu'on a formatés nouvellement. Là-bas, on ne prend pas de l'argent avec les gens dans la rue. Mais quand le président lui-même, il organise dans les camps de police, on fait campagne pour le président, il est élu. Là, on doit, dans des camps militaires, dans des camps de police, on organise des festivités pour un président. Quand il est élu, il ne peut plus sanctionner ces gens-là. C'est le leadership qui est à la base des problèmes que le Mali a. N'allez pas les chercher ailleurs. Certains peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je vous dis mes convictions. Merci bien. Non, plus fort que le plus fort. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Merci, monsieur le ministre. Même si ça passe ou ça casse. Mais attention, ça passe ou ça casse, c'est pas pour moi. Je suis le seul habilité à le dire au Mali, pas Pinochet. Vous ne dites pas, vous dites monsieur le ministre ou bien le docteur Chauffeur. Voilà, c'est clair? Merci. On applaudit encore le docteur. Alors, de conférence à conférence, vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que les conférenciers sont en train de mettre le doigt sur la réponse de vos questions. Vous n'êtes pas à mesure de contribuer, mais peut-être à mesure de décider. Les leaders, c'est-à-dire que les élections, les 1000 francs, les t-shirts, les 10 000 francs, la DCL. Non, non. Et vous êtes la jeunesse intellectuelle. Il y a une autre jeunesse là. C'est à vous de leur dire, hey, c'est à vous de leur dire, c'est ça. C'est ça votre responsabilité. Sinon, vous ne pouvez pas faire face à l'insécurité, non. Mais votre responsabilité, c'est de contribuer à choisir le leader qu'il faut. C'est ça, en résumé, je crois, si je le sens. Avant de passer à la réponse... Et quand on dit leader, ce n'est pas seulement les chefs, même entre vous là-bas. Les jeunes que vous choisissez pour vous représenter. Il faut que ce soit des gens exemplaires. Ce n'est pas des gens qui viennent avec de l'argent pour acheter l'électorat. Même entre vous. C'est depuis la base que ça commence. Voilà, c'est comme vous, votre président, il est à Tombouctou, mais voilà, il est venu pour la circonstance. Et en plus, il est franco-arabe, il est venu. Et c'est ça. Continuez. D'accord. Avant de passer au second conférencier, tout comme cette conférence, à 15h, ce samedi même, juste quand vous descendez du pont, à droite, la coalition IGDA Mali Tekla contre la partition du Mali organise une conférence.
au mémorial Modibo Keïta. Et le thème c'est relire l'accord issu du processus d'Alger pour éviter la partition du Mali. Vous êtes conviés, parce qu'ils sont là. Vous êtes conviés, vous avez compris. On va se retrouver là-bas. D'accord? Merci. Le deuxième conférencier, la passe, s'il vous plaît. Il nous reste au total 20 minutes. Vous pouvez prendre les 10 ou les 15, s'il vous plaît. Sinon les 10. Merci. Merci. Moi, je pense que tout le monde parle. Les jeunes, écoutez, suivez. De la sécurité, du développement de paix. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire et très important pour le Mali, on doit revoir notre organisation. Parce que chaque fois qu'il y a une défaillance, c'est que l'organisation n'a pas marché. Donc, il faut revoir. Et cette organisation, comme je le dis, le peuple a un grand rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de la défaillance de l'État. C'est une réalité. L'État a failli. Mais il faut se poser la question pourquoi. Parce que le peuple est complice de cette situation. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour rien qu'on dit dans un processus démocratique, comme son nom l'indique, la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Maintenant, le peuple gouverne quand le peuple est conscient que celui qui doit gouverner. Mais si le peuple n'est pas conscient que celui qui doit gouverner, il y a un problème. Choguel l'a dit. Aujourd'hui, le grand problème du Mali, on a un problème de leadership. C'est-à-dire on n'a pas, Dieu ne nous a pas encore donné, on a eu quelques-uns, mais Dieu ne nous a pas donné un vrai leader pour stabiliser le Mali et essayer de faire le maximum qu'il faut pour aller vers le développement, la paix et la sécurité. Et nous, on a contribué à cela. Parce qu'aujourd'hui, les élections, dans un processus démocratique, c'est les élections qui doivent élire un président de la République. On accuse tout le monde, mais moi je n'accuse que le président de la République. Si on a un bon président de la République, il peut tout gérer. Il faut qu'il soit un président qui a une vision, il faut qu'il soit un président, un leader. Mais pourquoi j'ai dit que nous, on a contribué à cela? D'abord, quand on doit choisir une personne, lui confier la destinée de la nation, notre devenir, il y a 4 critères. Et ces critères-là, c'est nous, la jeunesse intellectuelle, le peuple instruit, qui doit aller vers les autres peuples pour les informer. Le premier critère pour avoir un bon président, il faut que le président a un très bon programme de société. C'est à travers ce programme qu'on peut juger le président s'il est bon ou pas. Et ce n'est pas seulement écrire la théorie. Il faut dire ce que tu as. Si tu deviens président, tu vas faire pour nous. Et comment le faire? Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, on doit voir à travers le candidat, est-ce qu'il a une carrière nationale lui permettant de connaître le fonctionnement de l'administration et le Mali. Ça, c'est l'expérience. Troisième, est-ce qu'il a une carrière internationale? Cette carrière internationale va lui permettre d'avoir un agenda, c'est-à-dire c'est une personne qui est déjà en contact avec les bailleurs, avec le monde extérieur. Ce n'est pas le moment qu'on va lui choisir
D'après Choguel, quelqu'un qui vient de nulle part, c'est quand on va le choisir qu'il va aller chercher comment je dois contacter l'autre président, comment je dois contacter comment on appelle là, tel bailleur. C'est un manque de temps. Et le quatrième, c'est le charisme du candidat. Quelle est la réputation de ce candidat-là? Qu'est-ce que le candidat-là vaut avant qu'il ne soit président? Si les 4 critères-là sont au complet pour un candidat, c'est le candidat qu'on doit choisir pour diriger la destinée de la nation. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, on ne cherche pas ni programme, ni la carrière, ni le charisme de la personne. On cherche d'abord le prix du thé. On te donne 1000 francs, on te donne 5000 francs, ou bien on te donne 500 000 francs, tu mets les 400 000 en poche, tu vas aller embobiner plus de milliers de jeunes avec toi et venir faire du thé. Et tu as pris cette somme-là pour rester à la maison, continuer à faire du thé pendant 5 ans. En pensant que, en organisant le thé, critiquer les vieux ou bien critiquer les jeunes ou bien critiquer l'autorité, que tu vas trouver la solution. Alors que toi, tu as contribué. Il faut te poser la question pourquoi moi j'ai contribué. Ça, c'est des questions pertinentes que nous devrons se poser. Le deuxième, ça, c'est une proposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers auto-emploi. Le grand frère Yassine nous a posé la question, combien de jeunes on a formés pour envoyer sur le terroir? Certes, il y a eu des jeunes qui sont formés, il y a eu des jeunes qui sont retournés, mais la situation est extrêmement difficile, grand frère. Parce que ces jeunes-là doivent être accompagnés par l'État. Et malheureusement, aujourd'hui, même les banques pour t'accompagner, même si tu as des initiatives pour créer d'emplois, les banques refusent de t'accompagner parce que tu es du Nord. Parce qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Le Mali se résume ici, à côté, et puis c'est fini. Si tu es de là-bas, tu cherches du prêt à la banque, on te donne. Si tu n'es pas de là-bas, la banque ne t'accompagne pas. Et je me pose la question. Comment nos autorités sont en train de réfléchir? Comment ils veulent que la paix, la sécurité, le développement soient dans ce genre de pratiques? On est d'accord qu'il faut aller vers l'auto-emploi. Mais le rôle de l'État, c'est quoi? C'est d'aménager l'espace, c'est d'aider, c'est de favoriser le crédit pour les jeunes, c'est de protéger les marchés, c'est de garantir la vente des produits. Mais ça, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on peut dire que l'État est en train de tout faire sauf l'essentiel. Et je me demande si le peuple ne se réveille pas et que le peuple essaye de voir comment gérer l'organisation, c'est-à-dire l'organisation même de l'État qu'on doit mettre en cause. C'est à cause de ça que je suis d'accord avec les gens qui disent, moi j'étais dans les concertations, malheureusement certaines de nos propositions ne sont pas... non, si on avait fait des propositions, mais je ne sais pas comment le dire. Nous avons proposé, quand on nous a mené une série de missions pour la transition. Plus de 10 lignes. C'est ça, les missions, les missions, les missions. Moi, j'ai pris le document, j'ai regardé. J'ai dit, mais vous avez dit tout sauf l'essentiel. Pour moi, une transition doit s'accentuer sur 3 choses. La sécurité, les réformes institutionnelles et électorales, c'est ça l'organisation dont je parle. Organiser les élections générales. Maintenant, sous-passement ou travailler ou autre chose là, ça c'est pas le rôle d'une transition.
Une transition, c'est de quitter à une situation anormale pour aller vers une situation normale. Donc il faut essayer de faire l'essentiel seulement et aller vers le sens qui peut nous faire progresser. Mais aujourd'hui, on a mis tout sauf l'essentiel. Mais moi, je suis touché, il faut que je le dise. Je ne sais pas ce que ça va m'écouter. Je n'arrive pas à dormir les 2 jours là. Je sais que vous allez me poser la question pourquoi je n'arrive pas à dormir. Une nation, je pense que doit avoir des textes et des règles pour son fonctionnement. Quand je vois les décisions de la République qui violent les lois de la République, qui violent la charte que nous avons établie ensemble, la feuille de route, même les décrets que nos autorités même font, ces décrets-là même sont violés. Je me demande, nous sommes dans quelle nation? Mais malheureusement aujourd'hui, comme les Maliens, tu vois la personne en train de crier, je suis là en train de crier devant vous, on me propose un poste que je gagne plus, j'oublie même ce que j'ai dit devant vous aujourd'hui. Et on veut que le Mali change. Tout le monde ne voit que de l'argent, tout le monde ne voit que des postes. Tu es en train de crier parce que tu n'as pas un poste. Tu as un poste, tu oublies tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut battre une nation comme ça? Il faut une nouvelle révolte. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Tant que tu n'as pas refusé le poste, parce que le poste, ce n'est pas normal. Ce qu'on me propose n'est pas normal. Demain, quand tu pars à la maison, on te propose 5 000 francs pour aller voter, tu vas le faire. C'est la même chose. L'autre commence par 500, l'autre commence par des millions. Et aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, moi je pense que l'État doit aller vers... L'État, on doit informatiser le système de l'État. On doit informatiser le système de l'État. Parce que le vol, c'est facile. Il n'y a pas de punition derrière. Tu viens, on te donne un carnet, tu fais des registres, tu fais ce que tu veux, tu voles et puis tu remplaces le carnet là par un autre carnet et puis c'est fini. Alors que si le système est informatisé, tu essaies de voler, le système refuse. Et le président de la République, il est à Koulba, il va à Kidal, il va partout. C'est même honteux. Moi, quand je quitte ici pour aller en Mauritanie, tu dépasses la frontière malienne, il y a de gros registres, on écrit les noms des gens, on te fait laisser passer. Tu vas en Mauritanie, tu mets l'index, toutes les informations sortent. Si tu n'avais pas passé par la voie normale pour rentrer sur leur territoire, on te prend. Ça contribue à la sécurisation de l'État. On peut rentrer n'importe où au Mali. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça cause ça. Tous les grands malfaiteurs de la zone sont venus au Mali. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Amener la drogue, faire le banditisme. Moi, je vais finir par dire que il n'y a pas, pour moi, grand frère, je m'excuse, la jeunesse SEMA n'est pas plus disciplinée que nous. Pas plus disciplinés que nous. Peut-être ils ont eu beaucoup plus d'opportunités et de soutien que nous. S'il y a des disciplines, c'est nous. Parce que nous sommes restés républicains, nous sommes restés derrière l'État. Mais ils ont eu plus de soutien, je suis d'accord. C'est des enfants gâtés. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de corriger tout ça là et essayer de bâtir un nouveau Mali. Mais un nouveau Mali ne peut pas se bâtir sur le faux, sur la corruption, sur le mensonge, sur le populisme. Il faut revoir le système. Oui, honorable, vous voulez parler? Oui? Une motion. Une motion, oui, s'il vous plaît. Ça va être une motion d'une minute. On est arrivé à l'heure. Merci. Bon, moi, je suis vraiment à l'aise. C'est celui-là également.
ancien député ensemble. Je rigolais seul au fond antérieur parce que les conférenciers vraiment ont touché tous mes problèmes. Mais j'ai constaté qu'on est rentré plutôt dans les problèmes du Mali que dans les problèmes du Nord. Les débats ont pris beaucoup de temps sur le Mali. Ces élections sont désordres que nous-mêmes, parce que je crois que la jeunesse qui est là attend des conférenciers peut-être tout de suite quelque chose de concret qui pourra être vraiment sur le terrain, même si c'est une sensibilisation. Merci, je vous remercie. Oui, oui. Non, 5 minutes. Salam alaikum. Je voudrais avoir vraiment plus de temps pour dire ce que j'ai à dire sur la jeunesse et sur comment la jeunesse peut contribuer à la sécurité. Mais malheureusement, donc je reviens à dire quelques mots en soirée. La jeunesse de Gao, beaucoup de Kawarado.